Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce point de marché du 4 février 2023, premier point de marché de ce mois de février, avec un titre un peu original qui se pose une question. Est-ce qu'on est dans un scénario de boucle d'or? Et effectivement, on peut se poser la question. Alors, je vais aller malheureusement assez vite. J'ai pas eu, pour être transparent avec vous, le temps de faire beaucoup de slides parce que j'ai manqué de temps, hein, cette semaine. J'ai eu beaucoup de travail. Néanmoins, on va quand même aller à l'essentiel. Donc, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que on est en train de vivre un scénario de boucle d'or? Alors, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on appelle un scénario boucle d'or? Et évidemment, au sens de la biologie, la situation boucle d'or, c'est la situation idéale pour vivre. Pour les marchés actions, hein, bien évidemment, le scénario boucle d'or se caractérise par à la fois une baisse de l'inflation, les marchés n'aiment pas l'inflation, et par une croissance robuste. Donc c'est le scénario opposé au, au scénario avec beaucoup d'inflation et pas de croissance, ce qu'on appelle le scénario de stagflation. Là, le marché espère en tout cas un scénario boucle d'or. Boucle d'or, pourquoi? Parce que on anticipe clairement maintenant une baisse de l'inflation, une désinflation. Donc les chiffres, hein, qui sont tombés font clairement état que les taux d'inflation sont en train de reculer mois après mois. Et la semaine qui s'est écoulée a servi aussi de billet de confirmation, c'est-à-dire que même les dirigeants des banques centrales américaines et européennes confirment que on est bien entré dans la désinflation. Et on pourrait effectivement les croire, puisque les hausses de taux tendent à casser l'inflation. Donc là, les marchés, peut-être à tort ou à raison, hein, anticipent un retour de l'inflation à 2% d'ici la fin de l'année. Alors attention, on ne parle pas de baisse des prix. Ça s'appelle la déflation. Le marché anticipe un ralentissement de la hausse des prix. C'est-à-dire que les prix vont continuer à monter. Ce n'est pas parce que, par exemple, votre baguette de pain elle est passée de 1 euro à 1,20 € qu'elle va revenir à 1 euro. Les marchés n'anticipent pas du tout ça. Par contre, une fois que la baguette est à 1,20 €, bah, le coup d'après, elle ne va pas aller à 1,40 €, elle va aller à 1,27, puis 1,29, puis 1,30 et ensuite 1 centime ou 2 centimes chaque année. Donc voilà ce que les marchés anticipent, c'est une inflation suffisamment faible pour ne pas tuer le pouvoir d'achat des ménages et des entreprises, mais suffisamment importante, un 2%, pour garder l'intérêt de consommer. Parce que la déflation tue la consommation. Si demain, vous savez que les prix seront à chaque fois plus faibles demain qu'aujourd'hui et après-demain que demain, bah, vous différez vos achats, vous arrêtez de consommer et ça casse la croissance. Là, les marchés anticipent vraiment pile un niveau d'inflation, pile ce qu'il faut pour le business. Et parallèlement à cela, on a malgré la hausse des taux, on a une croissance qui ne ralentit pas, un marché de l'emploi toujours soutenu. Alors certes, on a des licenciements dans les high-tech, mais ceux-ci sont compensés par des recrutements dans les autres secteurs. Donc pour le moment, c'est vraiment un scénario qui est idyllique, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'inflation qui baisse, mais on n'a pas un, un signe tangible que la croissance va casser. Et ça, évidemment, c'est le scénario qu'affectionnent le plus les marchés. Alors, trois graphiques pour le montrer. Le premier, c'est le prix du gaz naturel. Le gaz naturel est en baisse de 80% depuis ses records atteints en octobre. Donc, je sais pas, hein, novembre, décembre, janvier, en 3 mois, le prix du gaz est passé de 10 000 à 2 400. Donc, on a quasiment perdu 75%. Et fait incroyable, c'est que non seulement on a corrigé la hausse qui était liée à la guerre en Ukraine, mais on est revenu quasiment au plus bas historique. Regardez le niveau du gaz, hein, 2,405, on est au plus bas historique. Hein. Regarde, on n'a pas énormément de périodes depuis le début des années 2000, hein, c'est un graphe qui remonte au début des années 2000, où le gaz est aussi bas.
Hein. Regardez, on a eu quelques petites périodes hein, durant la pandémie, la crise du Covid. Donc évidemment, le prix du gaz s'était effondré en dessous des deux. On a eu un tout petit peu en 2016, et puis c'est tout. On est à des niveaux historiquement bas sur les prix du gaz. Donc ça, évidemment, c'est très désinflationniste. Donc ça, c'est top. Deuxième nouvelle, c'est l'or qui baisse. Et ça, évidemment, quand l'or baisse, ça veut dire que les marchés commencent à ne plus croire en la poursuite de l'inflation. Et troisième graphique, c'est le CAC 40 qui est à des records. Hein. On est à 7000, plus de 7200 points et le CAC 40 dividende réinvesti a battu ses records. Ça y est, le CAC 40 Total Return est au-dessus de ses records historiques et le CAC 40 normal, hein, celui que tout le monde connaît, a effacé toutes ses pertes de 2022. Donc ça c'est incroyable. Ça veut dire que en gros, les marchés ne pensent pas que toutes les hausses des taux qui ont lieu affecteront l'économie. Et donc évidemment, c'est vraiment le scénario génial, quoi. L'inflation qui diminue, les prix du gaz, du pétrole qui s'effondrent, et des marchés boursiers qui augmentent, notamment le CAC 40. Et donc ça, évidemment, ça pose question. Est-ce que on est réellement dans un scénario boucle d'or, ou est-ce que en fait on est sur une ligne de crête avec un risque finalement de bascule de, du scénario inflationniste vers un scénario de récession et que là, justement, on est un petit peu en balance. Et ça, c'est une question qu'il est légitime de se poser. Alors, quelques éléments de réflexion, bien évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, l'inflation reflue. Ça, on peut pas le nier. En tout cas, regardez les prix du gaz qui se sont effondrés. Mais les hausses de taux n'ont pas encore précipité l'économie dans la récession. Alors, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que finalement on est dans un nouveau paradigme? On peut monter les taux comme on veut sans qu'il n'y ait aucun impact sur l'économie. Attention, et c'est là qu'il faut prendre de la hauteur, ne pas tomber dans le FOMO. Quand une banque centrale monte les taux, il faut en général 12 à 18 mois pour que la hausse des taux se diffuse à l'économie. Pareil pour la baisse des taux. Lorsque les banques centrales, au début des années, à la fin des années 90, ont monté les taux, à la fin des années 90, la bourse ne s'est pas effondrée en 1999. Il s'est passé un an avant que la bourse baisse et que les économies rentrent en récession avec des licenciements massifs dans quasiment tous les secteurs. Et j'en sais quelque chose puisque je suis rentré sur le marché du travail en 2002 et il n'y avait pas de boulot. Ah, j'ai même été pointé au RSA malgré mon diplôme d'ingénieur en informatique. Pourtant, ouais, un secteur ingénieur, c'est quand même un très bon diplôme. Informatique, c'est un secteur dynamique. Et malgré tout, c'était compliqué parce que c'était le début des années 2000. Donc, on a eu la crise Internet, hein, la crise informatique qui s'est diffusée à d'autres secteurs, mais qui est arrivée 12 mois après les hausses des taux qui sont intervenues essentiellement durant l'année 1999. Et c'est au cours de l'année 2000 que la bourse a baissé et qu'ensuite l'économie a vraiment freiné fort. Premier exemple. Deuxième exemple, la crise de 2008. Les banques centrales ont fortement monté les taux durant les années 2005 et 2006, et c'est en 2007 que la crise dite des subprimes a éclaté et que l'économie est tombée en récession avec des licenciements massifs quasiment partout, en particulier dans le secteur bancaire qui était l'épicentre de la crise des années 2007-2008, tout comme le secteur IT avait été l'épicentre de la crise de 2000. Et fait marrant, c'est que quand les banques centrales ont baissé les taux courant de l'année 2008, les gens se sont posé la question inverse. Ils se sont dit, bah, c'est marrant, les banques centrales baissent les taux, les marchés ne remontent pas, les licenciements continuent. Mais oui, parce que quand les banques centrales ont baissé les taux, il a encore fallu 12 à 18 mois pour que l'économie reparte. Et effectivement, la Réserve fédérale, la BCE, baisse les taux
courant de l'année 2008. Et c'est un an après, en mars 2009, que les marchés sont repartis à la hausse. Et encore quelques mois après, à la fin de l'année 2009, début 2010, que l'économie réelle est repartie à la hausse. Alors après, en Europe, on a eu d'autres problèmes. Il y a eu la crise grecque, la crise, les pics, etc. C'est encore un autre sujet. Mais vous voyez que il se passe toujours un lag entre le moment où on bouge les taux et les effets sur l'économie. Et 12 mois, c'est très long. C'est très long quand on voit la bourse qui monte, on est tenté de vite, 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 le FOMO, on veut acheter et tout. Et c'est là qu'il faut être très prudent, il faut avoir du recul, il faut raison garder, comme on le dit. Alors, concrètement, bon là je vous dis 12 mois, vous allez me dire, ouais mais pourquoi 12 mois, pourquoi 18 mois, pourquoi pas tout de suite, pourquoi pas dans 10 ans. Alors ça c'est quelque chose en fait d'économique, c'est vraiment une logique de mécanique, c'est-à-dire que vous, quand vous faites un crédit, bon, vous remboursez le crédit, puis ça y est, vous avez pris votre crédit à taux fixe, vous remboursez votre crédit, puis après, bon, bah, votre voiture, elle est achetée, et puis votre maison est achetée, et puis c'est terminé. Les entreprises et les États, surtout les États, ne remboursent jamais leurs dettes. Ce qu'on appelle, elles rollent leurs dettes. Donc, quand l'État et les entreprises se sont endettés, elles se sont endettées, leur dernière dette, leur gros stock de dettes remonte aux années 2018, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Donc les 5 années qui précèdent 2023, c'était les années qui allaient de 2017 à 2022. 2022 exclu. Or, durant toutes ces années, les taux étaient à zéro. Donc, au moment où je vous parle, les entreprises et l'État français continuent à rembourser ces dettes obligataires, à des taux nuls, à des taux zéro. Par contre, quand la dette va expirer, quand les entreprises et l'État vont devoir rembourser ce qu'on appelle le principal, parce que durant la période, les 5 ans, l'État et l'entreprise ne remboursent que les intérêts. Or, comme les taux étaient à zéro, bah, ils ne remboursaient pas d'intérêt, c'était du free lunch. Mais quand elles vont devoir rembourser ce qu'on appelle le principal, c'est-à-dire le capital prêté, elles ne vont pas le rembourser. Elles vont rôler la dette, elles vont refaire un crédit avec le même montant, voire un montant plus élevé que ce qu'elles avaient emprunté il y a 4-5 ans. Or, quand elles vont rouler leur dette, quand elles vont souscrire à de nouveaux crédits pour rembourser les anciens, parce que c'est comme ça que les États se financent, ils s'endettent pour rembourser leur ancien crédit, et ainsi de suite. Les nouvelles dettes que vont contracter les entreprises et les États, elles vont être contractées au taux actuel, qui sont, qui sont à 2,5 pour la France, à plus de 3,5 aux États-Unis. Et là, je vous parle des pays. Je ne vous parle pas des entreprises qui doivent souscrire à des taux encore plus élevés que les États. Et donc, un paquet d'entreprises, au cours de cette année 2023, vont devoir rôler leurs dettes, ce qu'on appelle les échéances obligataires. Ça, vous pouvez aller voir sur Bloomberg, vous avez pour chaque entreprise, chaque pays, les dettes qui arrivent à maturité qu'elles vont devoir refaire. Or, en 2023 et beaucoup en 2024, les marchés, les entreprises, les États vont devoir souscrire à de nouvelles dettes, à des taux qui sont encore assez élevés. Et évidemment, c'est ça le problème, c'est que quand elles vont devoir souscrire à ce nouvelle dette, beaucoup d'entreprises vont être prises à la gorge parce qu'elles ne pourront pas payer des intérêts qui sont passés de 0% à 3%, 4%, 5% en fonction de la note de l'entreprise. Mais ça, c'est un effet qu'on ne voit pas forcément tout de suite. On le verra avec un décalage entre le moment où les taux montent et le moment où les entreprises refinancent leurs dettes. Voilà, c'est un peu comme si vous avez un crédit à taux variable. Quand les taux montent, la banque, elle ne réajuste pas votre taux dans la semaine qui suit. Vous avez des échéances. Moi j'ai eu un crédit à taux variable que j'ai fini de rembourser. C'était chaque année, à la date anniversaire du crédit, que la banque revoyait le taux. Bon, là, c'est pareil. Pour les obligations, c'est pareil. Donc, beaucoup d'entreprises vont devoir rouler leur dette à des taux beaucoup plus élevés. Et c'est là qu'il va y avoir un vrai danger au niveau de la santé des entreprises et de la croissance.
Par ailleurs, les prix des matières premières ont baissé, c'est vrai. Regardez le gaz. Mais là encore, les entreprises ne se financent pas au taux spot. Ça c'est le prix du gaz qu'on appelle le prix spot. C'est le prix aujourd'hui. En général, que font les entreprises? Elles se financent avec des contrats futurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, les prix du gaz ont énormément baissé, mais durant l'année 2023, beaucoup d'entreprises et de petites entreprises vont devoir payer des prix du gaz par contrats contractuels qui ont été fixés avec des prix des, de la fin de l'année 2022, quand les cours du gaz étaient à plus de 8. Et donc, c'est ça le problème. Et donc, on va avoir des entreprises qui vont, malgré la baisse des prix des matières premières, vont continuer à honorer des contrats à des prix très élevés, tout en se refinançant à des taux très élevés. Et c'est là qu'il peut y avoir un danger de basculer du scénario d'inflation au scénario de récession. Parce qu'il faut du temps pour que les taux, que les hausses de taux impactent l'économie. Et pareil pour les baisses de taux. C'est-à-dire que quand les banques centrales vont baisser les taux, il ne faudra pas paniquer quand on dit oh là là, la bourse, pourquoi elle ne remonte pas? C'est normal, il faudra encore quelques mois pour que cela ait un effet sur l'économie. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Pour moi, je ne pense pas qu'on soit dans une situation scénario boucle d'or. Hein, je ne pense pas. Il y a beaucoup trop de facteurs de risque qui excluent ce scénario. Mon point de vue, on est pour moi dans un scénario de transition entre un scénario d'inflation et un scénario de récession. Et dans cette situation, évidemment, on pourrait avoir un retour de la diversification des actifs avec des actions qui pourraient corriger. On voit aux États-Unis, je vous ai montré le CAC 40, aux États-Unis, ça ne cartonne pas tant que ça. Le Dow Jones a du mal à passer les 34 000 points. Le Nasdaq a bien monté, mais c'est au prorata de la baisse d'avant. Et le S&P a du mal à passer les 4002. Alors, il y a le CAC 40 en France, c'est vrai, qui a bien monté, mais il y a aussi, j'en ai pas parlé dans cette vidéo parce que j'en ai tellement parlé avant, la loupe LVMH. Vous prenez le CAC 40, vous enlevez LVMH, bah, le CAC 40 hors LVMH, il est beaucoup plus bas. Donc là encore, il y a cet effet de loupe avec le cas, le microcosme du luxe et de LVMH en particulier. Donc attention, voilà, il faut raison garder, toujours la diversification. Hein. Ça, c'est vraiment important. D'autant plus que deux autres risques ne sont pas à exclure. Le premier, c'est un risque d'extension du conflit russo-ukrainien. On parle maintenant l'OTAN qui est prête à livrer des avions à Kiev, des chars lourds, des canons capables de taper la Russie en profondeur, le territoire russe. Hein. On ne parle pas des zones annexées par la Russie en Ukraine. On parle carrément de taper des zones en profondeur dans le territoire russe. Donc là, on peut avoir un risque d'extension du conflit russo-ukrainien. Et le deuxième gros risque qu'il ne faut pas sous-estimer, même si je ne le souhaite absolument pas, bien évidemment, c'est un risque d'explosion sociale en France avec les réformes des retraites. Les gens ne sont pas idiots, les gens regardent, ils voient, alors même si beaucoup de Français ne s'intéressent pas à l'investissement, ils voient que d'un côté, on a un CAC 40 qui continue à battre des records, on a un LVMH qui est en parfaite santé, avec Bernard Arnault, première fortune mondiale, et de l'autre, on voit on parle qu'il faut serrer le budget, les temps sont durs, il faut serrer la ceinture, il faut travailler plus longtemps, etc., etc. Bon, alors attention, faut pas tomber dans des discours simplistes. Hein, c'est pas entre guillemets en spoliant le patrimoine des milliardaires que l'on va régler les problèmes sociaux en France. Hein. Attention, voilà, c'est pas si simple que ça. Mais dans l'esprit de beaucoup de personnes, ils voient que leurs conditions personnelles se dégradent. Ils vont devoir travailler plus longtemps, plus de précarité. Et d'un autre côté, ils voient une richesse du CAC 40, de Bernard Arnault, etc., etc. Et là, il y a un risque réel, vraiment, que les manifestations, que les grèves débouchent sur un risque d'explosion sociale. Je ne le souhaite pas, je ne l'espère pas, clairement, clairement. Moi, je préfère que les gens apprennent à investir, finalement à copier
un peu la stratégie de Bernard Arnault, parce que Bernard Arnault, il investit, il achète, il s'endette à taux bas, il investit avec des rendements plus élevés. Je préfère ça plutôt que ça se termine en révolte générale. Et avec la chute de la Ve République, qui est un scénario qu'envisage très clairement quelqu'un de très sérieux comme Philippe Fabry, par exemple. Bon, moi, j'espère qu'on n'arrivera pas là, parce que voilà, ça peut avoir des conséquences assez dévastatrices. Mais malheureusement, c'est un scénario qui n'est pas à exclure, tout comme le risque d'embrasement entre la Russie et l'Ukraine et l'OTAN. Donc c'est pour ça que moi, face à ce scénario d'incertitude, avec des marchés qui s'emballent, les actions qui s'envolent, il faut privilégier la diversification. Ne rien faire, c'est catastrophique. Si vous n'investissez pas, ça c'est la catastrophe, c'est le gouvernement, vous serez tributaire du gouvernement qui choisira pour vous combien vous allez manger, combien vous allez dépenser, à quel âge vous allez à la retraite, etc. Donc, ne pas investir, c'est une folie, c'est un suicide, hein, vu comment évolue l'économie, vu comment évoluent les marchés. Hein. Sauf si vous pariez sur la fin du capitalisme, là, effectivement, il vaut mieux ne pas investir, mais sauf fin du capitalisme, ne pas investir, c'est un suicide. Par contre, attention, si vous investissez, investissez intelligemment. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, hein, tout dépend de votre profil de risque. Évidemment, si vous êtes hyper un peu joueur de casino, c'est vrai que les actions, ça peut être tentant de se dire, bah tiens, le CAC 40 est à 7002, je mets, je mets la moitié de mon patrimoine dans le CAC 40, et puis peut-être que LVMH va passer de 820 à 2000, hein, on ne sait jamais. Et là, vous prenez des risques, comme les gens qui ont spéculé sur les crypto-monnaies. Donc ça, voilà, si vous êtes joueur. Mais pour la plupart d'entre vous qui suivez cette chaîne, qui ont plutôt un profil patrimonial, bah, toujours privilégier la diversification. Et les 4 grandes classes d'actifs pour se diversifier, pour se constituer un patrimoine, c'est l'immobilier, les actions, les obligations, les métaux précieux. Voilà. Si vous combinez ces 4 actifs, alors attention, il faut choisir le support, il faut choisir les montants, il faut choisir les bons partenaires. Donc voilà, moi si vous n'êtes pas un expert dans l'investissement, soit vous vous formez, soit vous faites appel à un conseiller en gestion de patrimoine, mais typiquement, les 4 grandes classes d'actifs qui permettent vraiment d'avoir une stratégie patrimoniale, ce sont celles-ci. L'immobilier pour avoir des revenus plus tard à la retraite, pour dire fuck à Macron, qui fait passer des lois, des réformes et tout, bah, une fois que vous avez votre patrimoine, Macron, il peut mettre la retraite à 80 ans, vous vous en foutez. Vous faites votre propre retraite. L'immobilier, très intéressant pour avoir des revenus réguliers tout au long de votre vie. Ça peut être l'immobilier physique, si vous avez de l'argent, une capacité d'emprunt très élevée, ça peut être l'immobilier type SCPI. Il n'y a pas que des biens à 300 000 euros, parce que tout le monde n'a pas quand on a sa résidence principale, on peut pas mettre, tout le monde n'a pas les moyens de mettre 300 000 euros dans, dans un bien locatif. Mais il y a également la SCPI. Là encore, il y a SCPI, SCPI, il faut bien choisir les SCPI. Donc là encore, euh, rapprochez-vous de votre conseiller, formez-vous. L'immobilier, pour finalement sécuriser, avoir des revenus confortables pour conquérir la liberté financière ou pour la retraite. Les obligations. Si on pense que l'économie va basculer en récession, tôt ou tard, les banques centrales vont baisser les taux, comme on l'a vu en 2002, comme on l'a vu en 2008, comme on l'a vu en 2013 avec le Whatever It Takes de Mario Draghi, comme on l'a vu en 2020 avec le Covid. Les banques centrales baisseront les taux, relancent la planche à billets, et là, les personnes qui ont acheté des obligations verront leur patrimoine augmenter. Mais qui dit planche à billets dit un risque de retour de l'inflation. Ce sont des cycles. C'est pour ça que l'or, les métaux précieux, permettent aussi de protéger une partie de son patrimoine contre un risque de retour de l'inflation. Et enfin, on ne sait jamais, l'homme avec un grand H, hein, la femme, l'homme, ce sont des animaux hyper intelligents, très adaptables. Il n'est pas exclu qu'un jour on aille sur Mars. Il n'est pas exclu qu'on trouve un remède contre le cancer. La crise du Covid, qui a permis aux laboratoires de développer des vaccins à ARN, on se rend compte aujourd'hui que ces vaccins à ARN messagères peuvent
guérir contre le cancer. Donc, on peut avoir une révolution technologique qui peut nous faire aboutir à un scénario boucle d'or. Ce n'est pas forcément mon scénario, mais je peux me tromper. Et c'est pour cela que dans ce contexte, avoir un petit peu d'action en portefeuille, alors même si là les marchés sont un petit peu hauts, bah, c'est toujours intéressant parce que si ce scénario de hausse de la productivité, de hausse de la croissance surprise se produit, bah vous avez des actions, vous allez capitaliser là-dessus. Et donc c'est pour ça qu'une allocation d'actifs diversifiés est pour moi le meilleur rempart pour conquérir sa liberté financière et pour préparer sa retraite, indépendamment de ce que peuvent dire telle ou telle ou telle personne du gouvernement. Vous sortez de cette dépendance vis-à-vis du gouvernement. Voilà un petit peu le triptyque. Donc, prudence. Hein, il ne s'agit pas d'avoir peur, hein, parce que c'est vrai que quand on voit les actions à la vitesse à laquelle les marchés actions, surtout en France, augmentent, on peut être tenté de vite, on veut acheter, on veut prendre le train de la hausse. Attention, on se calme. J'ai connu ça avec les cryptos, hein, quand le Bitcoin était à 60 000, combien de gens disaient qu'il ira à 100 000, puis 200 000 et 1 million. Ça n'a pas été le cas. Donc, tôt ou tard, on aura une correction sur les actions. Ce ne sera pas la fin du monde, mais on aura une correction sur les actions. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc j'ai pas eu le temps, excusez-moi, de faire beaucoup de slides. Hein. C'était un petit peu, vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de texte. Hein. C'était un petit peu improvisé. Alors j'ai quand même réfléchi, hein, parce que forcément quand je vois les marchés, je me pose des questions, je revois un peu mon scénario, je retravaille les choses. Voilà un petit peu pour cette petite vidéo, ce point hebdomadaire. Donc tant mieux, voilà, on a l'inflation qui recule. Pour le moment, moi, je vous avais dit il y a quelques mois, profitez vite de trouver un nouveau travail avant que le marché de l'emploi ne casse. Visiblement, on est en février 2023, le marché de l'emploi est toujours résilient, le chômage est toujours sur une tendance baissière. Profitez-en, profitez-en. Peut-être qu'on est dans un nouveau paradigme, hein, où plus d'inflation, croissance infinie, emploi, profusion d'emplois à volonté. Peut-être, je l'espère en tout cas, hein, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter. Maintenant, l'histoire montre que ces scénarios-là ne durent jamais très longtemps. Voilà, mon scénario, c'est on est sur une ligne de crête entre l'inflation qui est en train de baisser et la récession qui n'est pas encore arrivée du fait de la hausse des taux. Donc, prenez bien soin de vous. Travaillez vraiment votre stratégie patrimoniale, hein, investissez, hein, il faut pas, voilà, il faut ni avoir peur d'investir, ni faire n'importe quoi. Investissez, travaillez votre stratégie patrimoniale, travaillez votre stratégie de carrière également, hein, négociation de salaire, changer d'emploi, etc., etc. Travaillez cela et travaillez aussi l'emplacement, le lieu où vous voulez vivre. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas un très bon week-end, une bonne journée et je vous dis à dans une semaine. Salut tout le monde!